Aujourd'hui, nous allons parler co-living solidaire avec une entreprise qui a vu le jour il y a bientôt 5 ans, la Harvey Family. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Le co-living étant une résidence avec des appartements individuels et des espaces partagés entre les résidents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons ce qu'est la Harvey Family, une société innovante créée par Myriam Anoni et 3 anciens judokas sportifs de haut niveau, Romaric Godmer, le célèbre et médaillé olympique David Douillet et David Inkel qui nous présente la Harvey Family. La Harvey Family, c'est un exploitant de lieu de vie. On est passionné d'immobilier et on a vu pas mal de changements arriver ces dernières années dans l'usage et la volonté de consommer l'habitation. Et donc, on essaye de proposer, de construire et de gérer des environnements innovants pour s'adapter au plus près de la volonté et des nouveaux usages de nos résidents. Alors, je crois qu'il est important de préciser que vous êtes 4 associés qui avaient créé cette Harvey Family, 4 associés et tous des sportifs en fait. Alors pas tout à fait. On est 4 associés, oui. On est des anciens sportifs de haut niveau, ce qui teinte fortement l'ADN de la société. On est 3 judokas. C'est pour ça que je dis pas tout à fait. On est 4 associés. Et on a Myriam qui est pas une ancienne sportive, qui est pas sportive du tout. D'ailleurs, c'est la femme de l'équipe. Et oui, on a tous eu un parcours international en judo, dont un illustre, David Douillet, qui est dans l'équipe, qui s'occupe du développement, qui a très jolie médaille olympique en plus, quoi. Voilà. Alors vous l'avez créé il y a 5 ans maintenant, c'est ça? C'était en 2017? C'est ça, exactement, en 2017, ouais. Que représente aujourd'hui la Harvey Family en chiffres d'affaires, collaborateurs, etc.? Alors aujourd'hui, en chiffre d'affaires, on doit faire cette année une 20aine de millions d'euros. L'année prochaine, on sera plus près des 60 et on a une ambition de viser les 100 millions à partir de 2024-2025 et puis de s'arrêter là en termes de développement, enfin de viser ça en termes de récurrence. Et aujourd'hui, on est une petite trentaine de collaborateurs. L'une des raisons d'être de la Harvey Family, c'est donc le co-living, comme vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept d'appartements individuels et d'espaces partagés? Le co-living est une de nos briques programmatiques. Aujourd'hui, on est vraiment dans une réflexion globale de la consommation d'immobilier. Dans tous nos projets de tiers-lieux, on retrouve un co-living, un dojo, on retrouve un restaurant, on retrouve un coworking et aussi de l'habitation. Là aujourd'hui, on trouve que la période est très excitante. Tout le monde a changé sa façon de travailler, de manger, d'étudier, de dormir. Enfin, tous les lieux sont en pleine mutation. Et c'est ça qui nous fait nous lever le matin pour essayer de trouver des solutions innovantes pour s'adapter aux nouveaux usages. Et le co-living permet de bénéficier de services extrêmement largement plus importants qu'un simple appartement, avec des usages intensifs sur chaque mètre carré qu'on construit, et donc une expérience d'habitation qui est sans commune mesure. Vous évoquez les nouveaux usages, donc cette idée, vous l'avez eue effectivement avant la crise pandémique, mais est-ce que vous pensez que la crise pandémique a fait aussi évoluer ou accélérer en tout cas le mouvement? Alors il y a la crise qui a fait accélérer les choses, et puis après il y a toute une génération qui est arrivée sur le marché, qui est beaucoup plus exigeante en termes de qualité de vie. Aujourd'hui, toute cette ce qu'on appelle les jeunes actifs, qui est en train d'influencer des générations comme la mienne, se disent faire 50 visites, s'installer, arriver avec un appartement qui est pas meublé, passer ses week-ends à monter des meubles, à donner des cautions, ouvrir des compteurs, etc. Ce qu'ils nous ont montré, c'est leur exigence, c'est j'arrive, j'ai un appartement plug and play, je m'installe, je suis chez moi. Et puis, si je veux partir dans 6 mois, je pars dans 6 mois. Si je veux partir dans 2 mois, je pars dans 2 mois. Et puis, si je veux rester 3 ans, j'y reste 3 ans. Et donc, tout ça a fait que il y a une grande mutation sur cet environnement de l'habitation, une grosse réflexion de tous les opérateurs.
Et puis, la crise est arrivée et tout le monde est en train de se dire chez soi, qu'est-ce que je fais? Et ce serait bien que quand même, quand je suis confiné, j'ai des copains. Et est-ce que c'est là que je veux vivre? Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre? Enfin, il y a un grand coup de pied dans la fourmilière qui a été mis et on a cette période qui est extrêmement, qui est à la croisée des chemins des consommations d'immeubles. Vous voulez dire par là que en fait, la volonté des plus jeunes de vivre autrement a contaminé pendant la crise les générations comme la vôtre, comme la mienne, comme celle des plus âgés, quoi, en fait. Ah, complètement. Enfin, je suis dirigeant d'entreprise depuis des années. J'ai toujours été hostile à ce qu'on appelle le remote, travailler de chez soi. Quand je me suis retrouvé confiné et puis qu'il a fallu quand même trouver des solutions pour que la société avance, je me suis aperçu que c'était très efficace. Alors c'est pas seulement comme ça qu'on travaille à la Harvey Family, mais c'est des choses qui ont perduré et on s'aperçoit que les gens peuvent passer 2 jours à Paris, le week-end travailler parfois dans leur résidence plutôt au bord de la mer, revenir dans une autre agglomération. Enfin, tout ça est en train de devenir des usages communs et modifie profondément la façon de se loger. Les usages en matière de logement, et on le voit depuis plusieurs mois maintenant, comme nous le dit David Hinkel, sont en train de changer. C'est pour cela qu'avec ses associés de la Harvey Family, il propose des résidences en co-living, mais en co-living solidaire. Il nous explique en quoi consiste exactement le co-living solidaire. Ça fait partie de la genèse de l'entreprise. Quand on s'est rencontrés, David, Romaric et Myriam, on était déjà à notre 2e ou 3e expérience professionnelle. Et la conclusion de repartir sur un projet entrepreneurial était motivée, au-delà des enjeux économiques, par vouloir faire quelque chose de différent et d'apporter notre pierre à l'édifice. On a tous, notamment David, moi et Romaric, bénéficié du monde associatif. Nos parcours ont été complètement chamboulés par ce croisement avec le judo et puis tous les bénévoles qui nous ont accompagnés. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire nous pour envoyer l'ascenseur. À notre grande déception, on s'est aperçu que tous les gamins qui ont des doubles projets, qui font des études et qui veulent faire du sport pour devenir champions, étaient dans la même galère que nous il y a 30 ans maintenant. C'est que le monde n'avait pas changé, voire même que c'était encore plus difficile pour eux et que ce serait pas mal de leur filer un petit coup de pouce. Donc on a eu l'idée dans tous nos résidences de proposer des conventions d'attribution prioritaire qui sont des conventions tripartites avec les municipalités et le monde associatif sportif des localités qui nous accueillent et d'accueillir sans étude des dossiers administratifs puisque nos futurs champions que ce soit dans le sport ou on est en train d'étendre ça à la culture sont dans des situations de précarité. Ils peuvent payer leur loyer mais ils n'ont pas de statut administratif. C'est des saltimbanques, que ce soit des intermittents du spectacle ou des sportifs qui sont payés avec des primes, des bourses et autres. Et donc on les prend sur la caution morale de l'association et on les accompagne comme ça. Et après, pour ceux qui peuvent pas payer, on a monté un fonds de dotation et qui ont un bon profil pour devenir des futurs champions. C'est le fonds de dotation qui prend en charge le loyer. Donc vous l'avez dit, c'est un partenariat avec les collectivités locales, mais aussi avec les associations. Comment vous les sélectionnez justement ? Alors ça, c'est la municipalité. Nous aujourd'hui, on s'implante essentiellement dans des métropoles où il y a une forte envie politique d'aider le sport et c'est la municipalité qui nous flèche les associations avec qui elle souhaite faire des partenariats. Après, la sélection se fait essentiellement sur ce que j'appelle les sports amateurs olympiques. On n'a pas vocation à aider les futurs sur les sports où il y a beaucoup d'argent. Nous, ce qu'on aide, c'est tous les sports collectifs féminins, voire masculins, le hand, le basket, alors le judo, l'escrime, le hockey sur glace, tous les gamins qu'on applaudit une fois tous les 4 ans et on est très très fiers d'avoir la Marseillaise et puis cette médaille d'or et puis quand ils reviennent, ils sont tous dans des situations où c'est pas simple. Et vous l'avez dit, vous développez cela aussi au-delà du sport, à la culture également. Ouais, il y a on travaille nous en étroite collaboration avec les villes. On va par exemple s'implanter sur Angers. Et à Angers, la municipalité travaille avec un vrai partenariat très serré avec l'Opéra.
Il y a des jeunes filles qui arrivent de toute l'Europe pour apprendre à danser dans cet opéra, et elles se retrouvent dans des situations pas simples pour se loger, et donc une partie du partenariat au-delà du sport sera aussi avec pour aider ces jeunes filles qui arrivent sur Angers. Ça veut dire que ces co-living solidaires s'adressent essentiellement aux jeunes, plus particulièrement ? Là aujourd'hui, oui, on vise une population de jeunes actifs. Après, quand on commence à avoir une famille, on se sédentarise un peu plus. Je dirais la valeur ajoutée de cette proposition, elle est j'arrive, je m'installe en 4 minutes, je paye un loyer qui est tout compris, et puis quand je veux repartir, je pars. Et aujourd'hui, on a une certaine population qui est extrêmement nomade. Ils peuvent passer 6 mois en stage à Angers, 2 mois aller faire du surf à Bali, et puis revenir faire un boulot dans une autre agglomération. Enfin, c'est cette souplesse et cette facilité qu'on leur apporte. Après, ce que je vous expliquais en début d'entretien, on voit aussi une modification du comportement d'autres générations, où c'est pas du tout maintenant impensable d'aller travailler 2 jours dans une ville et de revenir chez soi, et puis d'avoir un chez soi qui soit un peu différent en termes d'implantation que ce que l'on voyait avant la crise. Des résidences de co-living solidaires qui s'installent un peu partout dans les métropoles françaises pour aider des jeunes dans les univers du sport et de la culture à se loger plus facilement. C'est pour le moment la ligne choisie par la Harvey Family qui, cette année, va lancer 6 nouveaux co-living et 10 résidences premium. David Hinkel nous a parlé d'Angers il y a quelques instants, mais quelles sont les autres villes concernées ? On lance des projets sur Chartres, Angers, en région parisienne, enfin notre plus gros projet qui va faire 12 000 m2 à Sucy-en-Brie, Nice, Le Havre, Rennes. On est en train de se déployer à peu près partout en France. Entre 50 et 100 000 habitants, on commence à regarder les implantations. Ça dépend essentiellement aussi de l'affinité qu'on a avec les décideurs publics et de l'emplacement qu'on nous propose. Comment ils réagissent justement les décideurs publics quand ils vous voient arriver avec vos propositions ? Alors là, on a un retour qui est totalement incroyable. Moi, ça fait 2 ans qu'on rencontre les grands décideurs. Souvent, au bout de 30 minutes, 40 minutes d'entretien, on est déjà dans la réflexion de comment on s'implante dans la métropole. Et où. Ouais. On apporte une vraie solution à plein de problématiques, que ce soit une offre différenciante du marché qui est très demandée, mais l'aspect solidaire et puis l'impact qu'on peut amplifier ça autour de notre parcours sportif et de notre incarnation fait mouche, je vais pas dire quasiment systématiquement, mais aujourd'hui j'ai pas eu un refus. Après, on est sur des modèles d'immobilier, trouver des fonciers, déposer les permis, et puis arriver au moment où on remet les clés, ça prend des années, mais on a un retour qui est incroyable. Pour terminer, David, un mot sur votre fonds de dotation, puisque la Harvey Family a mis en place aussi un fonds de dotation. Comment ça marche et quel est son but ? On a mis en place un petit impôt Harvey, mais grosso modo, on est opérateur de nos opérations de promotion immobilière. Dans une opération de promotion, il y a énormément d'intervenants. Et donc, je dirais le deal tacite, on n'oblige personne, mais tout le monde joue le jeu, c'est que quand l'opération génère 100, on demande à la personne qui touche les 100 de nous reverser 1 sur notre fonds de dotation. Il bénéficie de réduction d'impôt sur la somme qu'il a versée en termes de dons. Et nous, on prend une partie aussi de la marge de l'opération qu'on reverse sur ce fonds de dotation. L'objectif est de collecter environ 1% de l'opération en cagnotte pour le fonds de dotation. Et avec ça, on a 3 missions. La première mission, c'est que quand on a des gamins qu'on nous soumet et qui peuvent pas payer pendant X mois et qui vont être des futurs champions et c'est le moment de les accompagner, eh bien, on leur verse une bourse pour pouvoir financer leur loyer, pour faciliter l'accès au logement et puis qu'ils puissent se concentrer sur leurs projets sportifs et pas sur des petits boulots à côté pour joindre les deux bouts. On les accompagne aussi pendant leur carrière en fonction des villes et des agglomérations où on s'implante. Par exemple, je vous parlais de Sucy-en-Brie. On a eu le grand plaisir et l'honneur d'accompagner Axel Clerget l'année dernière et qui nous claque, c'est le premier titre olympique chez Harvey.
qui devient champion olympique. On était tous devant notre télé à le supporter. On a fait une fête incroyable. C'était un très bon moment pour nous. Puis après, on les accompagne dans leur reconversion. On est des exemples, je vais pas dire criants, mais que un sportif peut avoir des jolies reconversions professionnelles. Moi, je crois beaucoup aux valeurs qu'on apprend dans le monde du sport, que ce soit sur les tatamis ou dans d'autres disciplines. On peut pas avoir une carrière de sportif si on n'a pas plein de compétences intrinsèques, de soft skills qui ont une utilité dans le monde du travail. Et donc, on les accompagne dans leur reconversion avec ce fonds de dotation pour leur dire, le jour où tu arrêtes ta carrière, on te bridge 1 an pour que tu puisses continuer à vivre et à te former. Et à l'issue de cette année de formation, c'est des gens qui deviennent des futurs collaborateurs Harvey. Et là, on a pris par exemple Cyril Marais, qui était médaillé olympique en judo aussi, qui a arrêté sa carrière et qui est en train d'apprendre différents métiers chez nous. Puis au mois de juin l'année prochaine, on lui proposera un poste avec l'activité où il a le plus d'affinité. Donc on peut le dire, le co-living, ça marche dans tous les sens du terme. Ouais. Non, c'est des jeux. Tout est en train d'être bouleversé. Et aujourd'hui, les municipalités, elles demandent plus à des promoteurs de construire. Elles veulent de l'intelligence dans le produit qui va sortir de terre. Elles veulent aussi que vous restiez sur place, que vous engagiez sur la durée, et pas qu'il y ait 4 murs qui soient montés et puis que vous partiez. Oui, c'est de la réflexion. Il y a la réflexion. Qu'est-ce qu'on apporte à la collectivité? C'est chaque projet est unique et sur un territoire unique avec des besoins différents. Et ça, c'est le charme de notre positionnement aujourd'hui. On voit des propositions sur chaque territoire qui sont toujours ajustées et hyper excitantes à construire et à exploiter. Merci à David Hinkel, l'un des 4 fondateurs, avec Myriam Anoni, Romaric Godmer et David Douillet, de la Harvey Family, promoteur original, bâtisseur de résidences dont la particularité est le co-living solidaire. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.